Découvrez Jean. Jean est chef opérateur prise de vue. Son job, c'est donner du style à l'image. Jean est un artiste. Jean ne touche pas à la caméra ni au projecteur. Jean ne s'occupe pas de la mise en scène ou du décor. Et là vous vous demandez, mais alors un chef opérateur, à quoi ça sert? Jean a le pouvoir de la lumière. Sans lui, les films seraient tout noirs. L'image serait plate, moche, sans vie, et on ne verrait pas ce que font les comédiens. Il utilise toute une panoplie complexe dont il est le seul à détenir les secrets. Il est beau ce chef opérateur prise de vue. Oui. L'intermittent du spectacle, l'essayer, c'est l'adopter. J'ai failli le zapper, ça aurait été dommage. Emmanuel, c'est à vous. Bien, bonjour. Écoutez, juste avant de revenir sur les points que vous évoquez, j'étais présent sur la fin du la précédente table ronde, et je dois vous avouer que je trouvais extraordinairement marquant que seule Delphine Ernotte, finalement, se félicite de l'exception culturelle française, du système qui est le nôtre. Et alors que pas mal de ses interlocuteurs avaient l'air de dire que c'était quelque chose de vieux et poussiéreux qu'il fallait dégager et qu'il fallait passer à un libéralisme tellement vertueux que les talents allaient émerger grâce à ça. Je pense, et j'imagine que Hervé sera totalement en phase avec ça, c'est que c'est bien parce qu'on a un système si particulier en France, cette fameuse exception culturelle, c'est bien parce qu'on a inventé le CNC il y a 70 ans, le ministère de la Culture il y a 60 ans. Ce sont deux inventions françaises. C'est bien pour cela qu'il y a aujourd'hui encore en France un cinéma aussi vif, aussi vivant, aussi varié, et un audiovisuel également. Quand on se balade, comme c'est mon cas, dans beaucoup de pays pour parler de nos métiers, nos interlocuteurs sont effarés, mais dans le sens positif du terme, de voir ce dont on bénéficie chez nous. Donc c'est pas uniquement parce qu'on est talentueux qu'on a encore aujourd'hui en France un cinéma, un audiovisuel de ce niveau-là. Donc je pense que ça c'est quelque chose qui en préambule à ce qu'on va pouvoir se dire est important de rappeler, parce que ce serait un mensonge et ce serait absurde de laisser croire que ce système de l'exception culturelle et de toutes les règles qui vont avec, bien sûr c'est contraignant, bien sûr c'est certainement modifiable, améliorable, dépoussiérable, prenez tout ce que vous voulez comme image. Simplement, c'est bien parce qu'il y a ce système qui existe que nous avons la chance, encore en France, d'avoir un service public. Peut-être qu'il est sous-financé, le service public, même certainement, mais qui est de cette qualité-là. Regardez la télévision dans la plupart des autres pays, vous allez être effondrés. Regardez le cinéma de nos voisins européens, qui étaient des cinémas formidables avant-guerre, qui sont moribonds ou morts aujourd'hui, à part quelques exceptions notables de quelques auteurs de grands talents. Mais il n'y a plus d'industrie du cinéma forte, comme c'est le cas en France. Exception faite de l'Inde et du Nigeria, on est le deuxième pays du cinéma après les États-Unis. L'Égypte, dit Hervé, je ne sais pas, c'est possible. Mais en termes de cinéma mondial, la France est exceptionnellement forte, présente. Le plus grand festival de cinéma au monde, c'est en France. Le plus grand festival de spectacles vivants, c'est à Avignon, c'est en France. Donc, c'est pas, encore une fois, ce n'est pas seulement grâce au talent de nos créateurs, c'est parce qu'une volonté politique, publique forte a permis cela. Et nous, on se bat et on se battra toujours pour que ça continue. Et même si, comme nous sommes de notre temps, on a bien conscience qu'il faut que ça s'adapte, que ça se modifie légèrement. Mais la pire chose à imaginer serait de tout casser d'un seul coup, en disant tout ça c'est vieux, comme je l'ai entendu tout à l'heure, tout ça ça sert à rien, ça ne fait que brider la création. Ce n'est pas le cas. Pour revenir maintenant à votre question, pardon de ce préambule, mais je trouve important de le dire, les sujets entre auteurs et producteurs, c'est pas par hasard qu'on est deux aujourd'hui sur cette table, c'est qu'on est des alliés évidents, on est des partenaires évidents. Il n'y a pas de film possible sans un partenariat solide entre des auteurs et des producteurs. Nos intérêts sont évidemment communs, même si on peut avoir parfois des petites divergences sur le fond et sur l'essentiel. Nous avons exactement les mêmes intérêts à défendre. Et de la même manière, d'un point de vue mondial et européen, le système des droits d'auteur
n'est pas un système vieux, obsolète à éliminer aussi. C'est un système performant, extraordinaire, qu'il faut absolument préserver. Et je terminerai en disant que, on va en parler certainement avec Hervé, mais que nos intérêts communs sont notamment dans la capacité, dans notre capacité, nous producteurs, à améliorer le système de répartition de la valeur, de la richesse, des œuvres que nous produisons et que les auteurs imaginent, pour que les succès éventuels de ces œuvres bénéficient à tous de la manière la plus équitable et la plus transparente possible. Hervé ? Je pense qu'a dit Emmanuel, je le partage. Je veux dire que c'est vrai qu'on a, enfin, sans tomber un peu dans ce qu'on dit souvent lorsqu'on parle de la France et de ce qui se passe dans le domaine des médias et de la culture, c'est vrai qu'on a globalement, et je parle notamment du répertoire documentaire que la SCAM représente, qui est souvent moins mis en valeur médiatiquement que le répertoire de la fiction, qui galvanise plus le grand public et les foules. Donc effectivement, on a le regard attiré plus par la fiction cinématographique ou télévisuelle que par le documentaire. Ce que je constate, c'est dans un répertoire qui n'est pas facile, qui n'est pas évident, qui soit un répertoire assez difficile à produire et à réaliser. C'est vrai que la France, et c'est pas pour rien, est un des plus remarquable pays en termes d'écriture documentaire. On ne le dit pas beaucoup parce qu'on a l'habitude de se féliciter du cinéma. On a raison, de la fiction française. On s'en est pas toujours félicité à la télévision. Ça va un peu mieux en ce moment, mais ça n'a pas toujours été facile. Mais ce qui est vrai, c'est que dans un secteur qui est compliqué à financer, on voit que l'intervention des pouvoirs publics, la régulation, le poids du CNC, mais au bon sens du terme, a un impact évident. C'est vrai aussi du statut des intermittents, et c'est vrai aussi de la gestion collective. Pourquoi je parle de la gestion collective? Pas pour faire la retape de la SCAM, je suis pas là pour ça, je fais rarement le VRP de mes propres fonctions, j'aime pas ça, mais parce que effectivement on le voit. Alors c'est encore plus vrai que dans la musique où il y a une gestion collective étendue dans le monde entier. C'est vrai que les revenus globalement des auteurs en France est d'un niveau supérieur à ce qu'on peut trouver à l'étranger. Donc tout ça pour dire que le statut des intermittents, l'exception culturelle, la gestion des droits, effectivement constitue en France un équilibre assez satisfaisant. Alors après, simplement, j'écoutais tout à l'heure moi aussi la fin de la table ronde, faut toujours faire attention, effectivement, à pas avoir dans nos secteurs un discours qui peut paraître parfois trop conservateur. Trop, on touche à rien, avec le numérique on touche à rien, on touche jamais à rien, et ça sera toujours comme ça, il y aura toujours le CNC, il y aura toujours les bonnes chaînes qui nous financent, et il y aura toujours, etc., les quotas de production, les quotas d'édition, etc. Mais ce que je constate, c'est que globalement, il y a un recul surtout au niveau européen. Et ça, c'est pas nouveau, c'est préoccupant. On a de plus en plus de mal à défendre ce que sont les organisations, enfin, ce qu'est l'organisation du métier en France, en Europe. Et ça, c'est compliqué. Moyennant quoi, pour faire référence aussi au fait que c'est un nouveau quinquennat qui arrive et que nous avons une présidence jeune et dynamique, réformateur et libérale, mais néanmoins sociale, tout ça mis bout à bout, on a une synthèse magnifique qui devrait nous permettre normalement, mais je ne suis pas ironique, hein, il faut laisser Emmanuel Macron et le Premier ministre et les législatifs s'installer, et je pense qu'effectivement on n'est pas trop mal parti pour avoir une préservation des équilibres en vigueur. Maintenant, c'est vrai qu'il faut en même temps, et je suis soucieux de ça, on pourrait reparler de certains sujets qui sont en discussion en Europe, même si c'est un peu éloigné peut-être du sujet, c'est vrai que je suis soucieux en même temps que cette volonté de préserver nos équilibres ne s'accompagne pas d'un conservatisme qui nous revient en boomerang lorsqu'on a en face de nous des gens qui considèrent à un moment donné qu'on a un modèle construit sur ce qu'a été la télévision linéaire et qu'on ne s'adapte pas si bien que ça à ce qu'est aujourd'hui la diffusion non linéaire et en tout cas l'appétence des gens pour voir différemment les programmes et les consulter avec plus de liberté en passant outre les frontières, etc. Donc il y a un équilibre à trouver qui est toujours un peu compliqué. J'ai souvent dit que la question était moins juridique, hein, sur la question de la protection des droits d'auteur, qu'une question à caractère économique, donc finalement quelque chose qui est moins régulable, parce que c'est toujours plus facile de réguler les droits d'auteur que de réguler l'économie et trouver de nouvelles recettes, de nouvelles perspectives économiques. Donc voilà un peu ce que je peux dire aujourd'hui. Mais avec peut-être quand même du point de vue de la difficulté à réguler ou à créer de nouvelles solutions juridiques pour encadrer ou pour donner un cadre en tout cas aux nouveaux usages. L'exemple de la loi création et du débat sur l'enregistreur à distance, pour ne pas dire le NPVR, qui a abouti quand même d'un espèce d'être hybride juridiquement. Enfin, d'un côté, se référant à l'exception pour copie privée, de l'autre côté, renvoyant une régulation, enfin, à un accord des ayants droit d'une part,
et à une régulation en règlement des différends par le CSA, on est dans quelque chose d'un ovni, quoi, non ? Le NPVR est un peu un ovni, c'est-à-dire qu'il mange à tous les râteliers. C'est à la fois du droit exclusif pour autoriser le service à exister de la part même des diffuseurs. Il faut un accord des diffuseurs pour que le programme soit repris en NPVR. Alors, le cas, on va citer Molotov, parce que c'est la première plateforme qui met en place du NPVR de façon grand public. Et puis, de l'autre côté, effectivement, le régime de copie privée. Mais ce que je crois, c'est qu'il y a, en tout cas, de la part des opérateurs de NPVR, une volonté, là aussi, de respecter le droit d'auteur. Mais c'est quelque chose qui me frappe, d'ailleurs. C'est qu'il y a systématiquement, tous les X années, une polémique autour du refus qu'auraient les opérateurs à rémunérer les droits d'auteur. Il y a eu la polémique, au fond, à un moment donné historique, très ancienne, de l'implantation du droit d'auteur auprès d'abord des théâtres, puis ensuite, évidemment, du cinéma, et ensuite de la télévision et de la radio. Et il y a eu, il n'y a pas très longtemps, encore une polémique, au fond, c'est pas si vieux que ça. J'ai vu que Pierre Louette était l'invité du colloque aujourd'hui. Il y a eu, il n'y a pas si longtemps que ça, des difficultés à négocier avec les opérateurs. Mais je dis des difficultés en même temps assez naturelles. Enfin, on discutait tout à l'heure avec nos amis d'Orange. C'est vrai que ça, peu à peu, chaque opérateur, à un moment donné, arrive et se heurte aux droits d'auteur. Enfin, quand je dis se heurte, je dis express mot, parce qu'il y a toujours un moment où ça m'a toujours fasciné. On prévoit tout, dans l'implantation d'un opérateur dans l'audiovisuel, mais on dit à un moment donné, ah zut, c'est vrai, j'avais pas pensé. Ah oui, il faut quand même que je fasse attention, parce que c'est vrai qu'il y a les droits d'auteur. Ah oui, ça, il faut que je fasse attention. Ah oui, mais alors je l'avais pas tout à fait complètement prévu dans mon business plan. Et aujourd'hui, par contre, et donc à chaque fois, on a une étape un peu fatigante, un peu usante, qui est de négocier à rebours de ce que l'opérateur avait envisagé de faire. Et il n'y a pas si longtemps, je ne citerai personne, le numéro 2 d'une grande chaîne de télévision, présente tout à l'heure, juste le numéro 2, pas le numéro 1, a parlé Elles étaient toutes présentes, tout à l'heure. Oui, c'est pour ça, enfin, tu vois, mais bon, il y en avait une en tout cas qui était... En tout cas, j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, et qui me parlait des taxes sur le droit d'auteur. Tu vois, mais c'est symbolique. Je me suis dit, c'est incroyable. Ça fait 25 ou 30 ans que ce personnage est dans le métier, homme tout à fait estimable, que j'aime bien par ailleurs, et il m'a parlé des taxes. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a un moment donné, effectivement, le droit d'auteur est l'expression d'une rémunération de partenaires de l'audiovisuel. Donc pour en revenir au NPVR et aux nouvelles formes d'exploitation des œuvres, il faut qu'on s'habitue au fait d'une rémunération des auteurs qui soit d'ailleurs pas une contrainte. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et le NPVR, je reconnais à Molotov, puisque tu parles du NPVR, je reconnais à Molotov la clarté là-dessus. C'est-à-dire que le NPVR est arrivé à un moment donné où immédiatement, en même temps que l'outil se mettait en place, il y a eu une recherche d'un accord sur les droits d'auteur et sur la rémunération. Donc je crois que c'est ça qu'il faut construire, et c'est une question de partenariat. De la même façon que les auteurs sont partenaires des producteurs, on est partenaire des opérateurs. Et voilà, et cette construction-là, il faut la consolider, et pas donner le sentiment à chaque fois qu'elle monte du business, qui fait qui développe qui a envie de développer sa production, sa diffusion, et puis un monde des créateurs qui serait juste là à un moment donné où on se tape la tête contre les murs et on se dit ah oui c'est vrai, j'y avais pas complètement pensé, mais cela il faut aussi les rémunérer. Alors qu'il y a de vrais partenariats et au total un système qui finalement fonctionne plutôt bien. Mais peut-être, le système fonctionne bien, ou en tout cas tel que vous en faites le constat aujourd'hui. Il est menacé, j'en sais rien, en tout cas remis en cause par un certain nombre de sujets en France, mais sans doute plus encore aujourd'hui au niveau européen, dans les les multiples dossiers que la Commission a ouverts au titre du marché unique numérique européen. Pour ceux que j'ai en tête à l'instant, mais le règlement portabilité qui met en cause le principe de territorialité des droits, le statut de la copie privée tel que vu par la Commission, la gestion collective telle que vue par la Commission. Enfin, il y a le règlement CAPSAT dans ce là. Comment est-ce que vous réagissez à ça ? Moi, j'ai le sentiment que tout ça découle un peu du même raisonnement faussé dès le départ, qui serait de dire libéralisons, la culture, les œuvres doivent circuler librement. C'est une entrave aux consommateurs, aux citoyens européens final, de ne pas pouvoir accéder à ceci ou à cela. Et donc on voit bien que les plateformes, les GAFA, etc., plaident pour ce point de vue-là, qui paraît sympathique au premier abord, de dire la culture pour tous, facilement, quand on veut, où on veut, comme on veut.
Nous, on pense que la territorialité des droits, c'est pas un très joli terme, mais c'est assez clair sur ce que ça recouvre, c'est qu'on pense que bien sûr que c'est important et bien sûr que c'est faisable de pouvoir mesurer, même si c'est un peu compliqué, où chaque œuvre est vue et comment elle est vue, et de pouvoir rémunérer ensuite les différents ayants droit en fonction de cette consommation-là. C'est-à-dire que le public, moi j'ai 2 filles qui ont 20 ans et 18 ans, je pense que parce que leur papa leur a bourré le crâne depuis longtemps de ça, ça fait partie des rares jeunes de cette génération qui ne passent pas leur temps à regarder des séries ou des films ou même de la musique piratée à tout va, parce que c'est assez facile, il faut bien le reconnaître, on risque pas grand-chose, il faut bien le reconnaître, et on finit par se dire mais c'est normal, le contenu est gratuit et le contenant est payant, c'est-à-dire qu'on va acheter très cher, un smartphone, un outil qui n'est qu'un vulgaire contenant, et en considérant que ce qu'il y a à l'intérieur doit être en permanence gratuit, accessible. C'est une question d'éducation aussi, de pédagogie, et puis de volonté politique. C'est-à-dire qu'on va voir ce que le nouveau gouvernement va faire, on va voir qui sera nommé, mais c'est important de considérer que le travail fait par les créateurs, les auteurs, par les producteurs, doit être rémunéré à un moment donné ou l'autre. Donc je ne pense pas, enfin nous ne pensons pas d'ailleurs que la question de la territorialité soit un problème en soi. C'est juste une question de volonté et puis de puissance de lobbying, clairement fortement poussée du côté des plateformes. Mais je crois que Bruxelles s'est un peu trompé historiquement sur ces questions de droits d'auteur et de circulation des œuvres en Europe. Mais en même temps, la Commission est prise dans une contradiction, puisque l'objectif de la Commission, l'objectif des traités, c'est de libéraliser les échanges et de favoriser la libre circulation des hommes, des biens et des marchandises. À partir de là, il n'y a pas de raison qu'à un moment donné, les commissaires s'arrêtent aux droits d'auteur et aux médias. C'est-à-dire qu'il y a une logique, en effet, d'ouverture des frontières. D'où d'ailleurs, je le reconnais là-dessus, le fait qu'il fallait lâcher sur, entre guillemets, la portabilité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est vrai qu'on peut penser, même devant les tribunaux, qu'il y aurait une contradiction flagrante sur la liberté des biens, de la circulation, si effectivement, moi, me baladant en Europe, j'ai pas accès à ce à quoi j'ai droit à avoir accès à Paris. Ça, c'est vrai que c'est une vraie question, et que c'est d'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles on a relativement facilement... on ne s'est pas arc-bouté sur cette question. En revanche, la question de la territorialité, elle est plus lourde, parce qu'elle met en place, enfin, elle met en question la question du financement, de l'exclusivité, du retour sur investissement des financements qui sont effectués par des chaînes de télévision, et derrière, donc nous, les intérêts des producteurs et des auteurs sont menacés. Mais je crois que, pour une part, l'Europe commence à comprendre, puisqu'on a bien vu qu'il y a une espèce de machine arrière qui a été effectuée par Ansip, Oettinger et aussi par, du coup, Juncker, qui a consisté à comprendre que dans le secteur de l'audiovisuel et de la culture, une certaine territorialité reste nécessaire. Elle reste d'autant plus nécessaire qu'au fond, il faut bien voir que la diversité linguistique, territoriale, culturelle de l'Europe rend relativement par ailleurs aléatoire, enfin, ou même un peu vain, le fait de croire... Je ne parle pas des produits américains, c'est tout le paradoxe, mais c'est un peu vain de croire qu'une œuvre française qui circulerait librement de Tromsø en Norvège, pour citer une petite ville de Norvège, jusqu'au détroit de Gibraltar, serait forcément vue par un public européen fan d'un seul coup de ce que la culture française peut véhiculer, ou la culture portugaise, etc. Ce que je veux dire, c'est qu'on conserve des marchés culturellement nationaux assez puissants. Le paradoxe étant... Ça, c'est malheureux, mais ça fait que les œuvres américaines circulent librement. Mais elles circulent librement, pas simplement parce qu'elles peuvent circuler librement. Elles circulent librement parce que, manifestement, il y a une appétence culturelle relative, parce qu'on voit bien aussi, dès qu'il y a des audiences, les programmes français ou nationaux font une audience supérieure au programme américain, donc il faut les relativiser, mais qu'un programme allemand plaît d'abord aux Allemands, un programme français plaît d'abord aux Français. Et au fond, c'est peut-être stupide, ce que je vais dire, c'est peut-être un peu court, mais et alors ? Et c'est très bien. Enfin, je veux dire, on n'est pas forcément là pour s'assurer que, nécessairement, il faut qu'il y ait une espèce de melting pot européen, on est des coproducteurs. D'ailleurs, je me souviens... Je vais avoir l'air très vieux de dire ça. Je me souviens que mes premiers pas dans le secteur avaient consisté pas à m'occuper, ça serait prétentieux, mais à assister à des débats sur l'année européenne du cinéma et de la télévision, qui étaient présidés, je crois, par Simone Veil. Enfin voilà, je ne crois pas me tromper. C'était mes tout débuts. Et je me souviens qu'à l'époque, on rêvait de coproduction franco-italo, hispano, suédoise, avec un acteur suédois, etc. Et ça ne fonctionne pas.
Donc tout ça pour dire, je ne m'éloigne pas du sujet, qu'il faut que l'Union européenne et la Commission européenne comprennent, elle est en train d'ailleurs de le comprendre un peu, que point trop n'en faut, et qu'il y a la nécessité de préserver des réalités nationales. À part ça, oui, il y a des menaces en Europe sur un certain nombre de questions. La gestion collective, c'est paradoxal, puisque la directive sur la gestion collective qui a mis en place un nombre incalculable de nouvelles contraintes sur les sociétés de gestion collective. Il vaut mieux être une société cotée qu'une société de gestion collective, je vous rassure. Il y a moins de contraintes, ça devient délirant. Mais en même temps, en faisant ça, la directive reconnaît la place de la gestion collective en Europe. C'est-à-dire, en assurant on assure une directive qui assure la transparence des sociétés de gestion collective, elle clôt une partie du sujet sur la gestion collective. Oui, un mot sur la comparaison quasi permanente avec les Américains. Il y a une différence fondamentale entre le modèle américain cinématographique audiovisuel et le modèle français, même européen. C'est que pour nous, les films, ce sont d'abord des œuvres avec un auteur, alors que pour la culture américaine, ce sont d'abord des produits. La place du producteur, par exemple, est frappante aux États-Unis, la place de l'auteur par rapport entre la France et les États-Unis. Donc, moi, je crois que notre intérêt, je rejoins ce que vient de dire Hervé, notre intérêt, c'est de défendre un modèle français, un modèle européen, non pas contre, en opposition, mais face aux Américains qui n'ont pas besoin de nous. On ne va pas aller faire aussi bien que les Américains, ils savent très bien faire ce qu'ils font, on ne va pas aller les attaquer sur leur propre marché, ils n'ont pas besoin de nous, ils amortissent leurs propres œuvres sur leur territoire. Donc nous, ce qu'il faut qu'on défende, c'est justement autre chose, une autre idée du cinéma, une autre idée de l'audiovisuel, qui est une idée française, qui est une idée européenne, et qui n'est pas comparable à l'idée américaine de ce travail. Et je ne parle pas de qualitatif, là, je parle vraiment d'une vision quasiment philosophique du travail qui est le nôtre. Et ce que je crois par ailleurs quand même assez ahurissant en Europe, c'est l'incapacité, alors je sais pas, politique, c'est pas que la Commission dont on dénonce permanemment la perversité intellectuelle, mais la Commission, elle dépend quand même de ce que les chefs d'État et de gouvernement lui demandent de faire. Faut pas non plus dire comme ça, il y a une Commission européenne qui existe en tant que telle, avec des technocrates qui outrepassent leur pouvoir. Elle travaille dans un cadre. Et ce qui me sidère, c'est l'absence totale de volonté de l'Europe, globalement, soyons clairs, de se protéger contre, j'aime pas ce mot d'ailleurs, de se protéger de la culture américaine. Contre, c'est un côté un peu ridicule, parce qu'on est tous imbibés de culture américaine et on peut l'aimer. Donc la question n'est pas de se battre contre, c'est pas un ennemi. Mais c'est fascinant, c'est-à-dire, là c'est fascinant par exemple de voir que le Parlement européen, la directive européenne le règlement européen prévoit 20% de protection en matière de quotas de diffusion, et que les parlementaires français ont l'impression d'avoir sué sang et eau, d'être pratiquement au bout d'une victoire en espérant 30%. Alors que dans les années 80, on parlait de 40, 50, 60% d'œuvres d'expression originale européenne. Là, il y a quelque chose dont les bras vous en tombent, tout simplement. Les bras vous en tombent. C'est strictement incompréhensible. C'est strictement incompréhensible. Alors là, il y a quelque chose au niveau de l'Europe qui est un mystère absolu. Les parlementaires européens sont extrêmement isolés. Je vous dis, de passer de 20 à 30, c'est une victoire. Ils sont même pas sûrs d'y arriver. Donc là, il y a quelque chose de troublant, qui est tout simplement incompréhensible, qui est lié au fait que, je ne vais pas faire des géopolitiques, en plus je ne suis pas spécialiste, que l'Europe extrêmement élargie, finalement, s'est élargie à des pays qui n'ont pas cette sensibilité manifestement, et qui craignent même, c'est quand même extraordinaire, que si on développe trop de quotas européens, voire de quotas nationaux, ils n'arriveront pas à les remplir. Donc c'est presque angoissant, parce que est-ce que la Lituanie pourrait faire 50% d'œuvres d'expression originale lituanienne? Mais c'est un problème, ça, de fond, et qui a des incidences en termes d'emploi, parce que si on ne défend pas les quotas de diffusion, les quotas de production, l'emploi seront menacés. Le thème de cette journée, c'est Cap sur 2022. Donc là, vous avez assez bien dépeint tout ce qui vous semble dysfonctionner, tout ce qui serait à votre sens à protéger et tout ce qui vous semble dysfonctionner aujourd'hui. Donc, mais donc dans les semaines, mois, années à venir, par rapport au projet de la Commission et par rapport à l'action du gouvernement français, est-ce qu'il y a des initiatives auxquelles vous êtes déjà en train de travailler? Et est-ce qu'il y a un cahier de doléances, que sais-je? Comment du coup vous structurez votre action pour défendre toutes les priorités que vous venez de dire?
Moi, je crois que la principale, je l'ai rappelé en préambule, c'est la défense de l'exception culturelle, non pas comme un conservatisme, mais comme une idée résolument moderne qui aurait vocation à s'étendre, peut-être à quelque chose de plus européen. Sur un marché plus local, plus français, un de nos combats, c'est de réformer la contribution à l'audiovisuel public, l'ex-redevance, qui nous semble aujourd'hui un impôt injuste, puisqu'il est le même pour tous, et surtout un impôt basé sur quelque chose qui, pour le coup, est d'un autre siècle, c'est-à-dire la possession d'un téléviseur. Je ne sais pas qui dans la salle possède un téléviseur ou qui ne regarde la télévision que sur un téléviseur. Je vous rappelle que la contribution audiovisuelle publique, ça sert à payer les chaînes publiques de télévision, les radios publiques, l'INA, et j'en passe. Donc ce qu'on propose, nous, c'est de réformer cette contribution, de la rendre universelle dans le sens où tous les foyers fiscaux imposables devraient la payer. Tout le monde a un poste de radio et pratiquement tout le monde aujourd'hui connecté à Internet et peut accéder au contenu de la télévision. Mais qu'elle soit plus juste dans le sens où elle serait proportionnelle à l'impôt que paye le contribuable. Ce qui permettrait à la fois d'élargir l'assiette et donc de récupérer plus d'argent, tout en permettant à une majorité de Français de payer moins cher leur contribution à l'audiovisuel public. Donc ça, c'est un chantier qui semble purement financier au premier abord, mais qui est en réalité très important parce que, contrairement à ce que certains disent, les services publics de l'audiovisuel français sont très largement sous-financés par rapport aux grands géants européens auxquels on nous compare souvent. Je pense notamment à la BBC ou aux Allemands. Ils ont beaucoup, beaucoup plus d'argent, leur contribution est plus élevée, et il me semble qu'un certain nombre de points de friction que les producteurs et les auteurs d'ailleurs peuvent avoir avec nos partenaires diffuseurs sur quels droits on cède, sur quel territoire, sur quelle durée, serait probablement plus facile à résoudre si globalement la masse financière qui serait allouée aux œuvres serait plus importante. Je prends juste un exemple en documentaire que l'on connaît bien tous les deux. Contrairement à la fiction, une chaîne de télévision en France, service public ou pas d'ailleurs, paye entre 40 et 50-55% du coût de fabrication de l'œuvre. Charge au producteur de trouver le reste, s'il y arrive, pour financer cette œuvre. Si demain, les chaînes de télévision ont des moyens de payer plus et que le producteur va passer un temps infiniment plus court à financer et à produire l'œuvre, je pense qu'il sera rapidement enclin à céder plus de droits, linéaires, non linéaires, que sais-je encore. On défend depuis longtemps au SPI une sorte d'équation simple qui serait de dire plus le premier partenaire finance, plus la quantité des droits en vertical, c'est-à-dire sur les typologies de droits, et en horizontal sur les territoires cédés, pourrait être large. Ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, quel que soit le montant investi par le premier diffuseur, les types de droits pris sont les mêmes. Et juste pour finir de répondre à votre question, comment en 2022, c'est ça, j'imagine, ou plus tard, le paysage, moi je pense en tant que producteur, et c'est pas qu'une façon de me rassurer, qu'il y aura toujours des histoires à raconter avec les auteurs et que finalement qu'on les diffuse dans tel ou tel type de médias, de technologies innovantes, et ça va très vite, je pense que ça va même tellement vite que c'est difficile de suivre ça. Il n'y a pas une différence fondamentale entre Méliès, Spielberg et puis les créateurs de demain. Il n'y a qu'une différence d'outils, de moyens, mais ça reste toujours des histoires qu'on raconte et c'est ça qui me paraît central dans nos métiers. Hervé ? Sur la contribution audiovisuelle publique, c'est sûr que c'est une priorité, d'autant que la SCAM, depuis très longtemps, historiquement, n'a jamais souhaité que le service public ait recours au financement publicitaire. Nous pensons que le service public de la télévision pourrait parfaitement y financer dans les mêmes conditions que Radio France. Et nous avons la conviction que Radio France a une identité de service public nettement plus claire que ce qu'est France Télévisions. France Télévisions étant en fait une espèce de patchwork sur lequel on trouve énormément de bonnes choses, mais où l'identité de service public reste assez diluée et assez complexe à identifier, alors que c'est absolument pas le cas de Radio France. Et c'est pas que France Télévisions soit soumis à une espèce de diktat de la publicité qui pervertirait ses programmes ou son indépendance, mais c'est juste qu'effectivement, il y a une contradiction majeure, nous semble-t-il, entre la publicité
et le service public, en termes y compris d'image et de ce que ça signifie, presque, je dirais presque en termes d'oreille, et ce que signifie le service public. Donc de ce point de vue-là, on a été très déçus par la réforme avortée de Nicolas Sarkozy. On nous dit depuis des années, alors François Hollande là-dessus, c'est quand même pas très brillant, à cesser de nous dire chaque année, oui, on va voir, oui, d'accord, on va peut-être y arriver, et donc l'année prochaine, enfin en mai, on nous disait oui, pour la prochaine loi de finances, on va regarder, il s'est rien passé. Et là, pour le coup, Emmanuel Macron a 5 ans devant lui. On sait que la réforme de la redevance ne peut pas être faite et de la consommation ne peut pas être faite en une année. On ne peut pas augmenter la consommation audiovisuelle publique rapidement. On peut en revanche avoir un plan de 5 ans, voire 6 ans, 7 ans d'augmentation. Il y a urgence et en même temps, France Télévisions peut vivre en ce moment. Donc ça, je pense que c'est très important, mais se donner du temps. Sinon, cette réforme n'arrivera pas et on nous dira toujours, on aura toujours beau jeu de nous dire « Ah oui, mais fiscalement, les Français ne le supporteront pas, etc. » Alors que si on l'étale sur des années, ça, c'est une bonne chose. La deuxième chose, pour être clair, on revient, à ce qu'on a dit en début d'entretien, c'est qu'il faut que le président de la République, le ministre de la Culture, pousse et soit très fort sur les dossiers européens. Je dis ça pourquoi ? Parce que là, je vais trahir personne, mais quelqu'un avec qui je discutais, qui est au ministère de la Culture aujourd'hui, disait, et pourtant, Dieu sait, j'ai beaucoup d'estime pour Aude Azoulay et ce qui a été fait récemment par les derniers ministres de la Culture sous le quinquennat de Hollande vis-à-vis de l'Europe, on ne gueule pas et on ne pousse pas toujours assez fort les feux. Il y a des menaces juridiques, je ne vais pas rentrer dans le détail, sur le droit de communication publique, il y a des sujets lourds, techniques, je ne reviendrai pas là-dessus, mais qui sont très perturbants sur les droits qu'on peut toucher. Ne croyons pas qu'on ne peut pas parler plus fort à Bruxelles. Je fais partie de ceux qui pensent qu'on a une très bonne technicité de nos dossiers à Bruxelles sur les questions de culture et de médias. Je ne suis pas sûr, aujourd'hui, et le président de la République a une voix forte, je ne suis pas sûr que François Hollande l'ait dû, qu'on peut parler plus fort sur ces questions-là. On est beaucoup plus fragile qu'avant, mais tout ça fait qu'il faut parler plus fort à Bruxelles. Bon, mais c'est aussi une question de la place de la France en Europe. Mais voilà les points clés. Oui. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Je suis vraiment désolé, on va s'en tenir là parce que... On est très... En retard, voilà.